Au dîner, mon beau-fils a dit, c'est entre nos vrais parents. Sa sœur a hoché la tête. Cette nuit-là, j'ai fermé tous les comptes à leur nom et leur fonds pour l'université. 2 semaines plus tard, leur vrai père a disparu. Les frais de scolarité se sont effondrés, et les mêmes enfants qui s'étaient moqués de moi ont finalement appelé à l'aide. Salut, Reddit. J'ai passé des années à élever 2 enfants qui n'étaient pas les miens, je leur ai tout donné, et on m'a quand même dit que je n'étais pas leurs vrais parents. Alors, j'ai dit, très bien, laissez vos vrais parents s'en occuper. Et tout s'est effondré rapidement. Mais avant que cela n'arrive, laissez-moi commencer par le début. Mon nom est Julien Dubois. J'ai 39 ans, et je possède un petit garage de réparation automobile à Tours. Je fais ça depuis le début de ma vingtaine. Ce n'est pas prestigieux, mais c'est un travail honnête. Je suis le genre de gars qui aime les choses simples, travailler dur, payer les factures, bien dormir. Il y a 8 ans, une femme nommée Sophie est venue dans mon garage avec sa vieille voiture qui surchauffait. Elle était infirmière, mère célibataire, polie, mais clairement épuisée. Nous avons parlé pendant que je réparais son radiateur. De fil en aiguille, en moins d'1 an, nous sortions ensemble. 2 ans plus tard, nous nous sommes mariés. Elle avait 2 enfants, Léo, qui avait 12 ans, et Chloé, qui en avait 10. Leur père, Marc, était dans les parages mais jamais vraiment là. Il apparaissait avec des promesses des voyages dans des parcs d'attractions, des cadeaux brillants, de grands discours sur la création d'une entreprise et disparaissait à nouveau. Je n'ai pas essayé de le remplacer. J'ai juste comblé les vides. J'ai conduit les enfants à l'école. J'ai aidé aux devoirs. Je suis allé au match de football. J'ai construit des projets scientifiques. Les petites choses ennuyeuses qui comptent vraiment. Au début, ils gardaient leur distance. Je sentais qu'ils me mettaient à l'épreuve, attendant que je disparaisse comme leur père le faisait habituellement. Je suis resté quand même. Lentement, ils se sont ouverts. Chloé me parlait de l'école. Léo a commencé à me demander conseil. Il m'appelait toujours Julien, mais ça m'était égal. Le respect comptait plus que les titres. Marc a commencé à déraper davantage. Il oubliait les anniversaires ou arrivait en retard avec des excuses. Une fois, il a promis à Léo qu'il serait à son match de football. Le gamin n'a pas arrêté de regarder les gradins pendant tout le match. Marc n'est jamais venu. Après, Léo est resté assis là, essayant de ne pas pleurer. Je lui ai tapé sur l'épaule et j'ai dit, « Tu as super bien joué. » Puis nous avons pris des hamburgers sur le chemin du retour. Je n'en ai pas fait toute une histoire. J'ai juste fait ce qui devait être fait. Puis il y a eu Chloé. Elle a été renvoyée une fois pour s'être disputée avec un professeur. Sophie était au travail. Marc ne répondait pas à son téléphone, alors l'école m'a appelé. J'ai fermé le garage plus tôt, je suis allé là-bas et je me suis occupé de la situation. Chloé me regardait à peine dans la voiture, embarrassée. Je ne lui ai pas fait la morale, j'ai juste dit, tu vaux mieux que ça. Elle a hoché la tête et est restée silencieuse. Plus tard cette nuit-là, elle a laissé un mot sur mon bureau, désolé pour les ennuis. Merci d'être venu me chercher. Des moments comme ça me donnaient l'impression que je réussissais enfin à les atteindre. Pas en tant que père de remplacement, mais en tant que quelqu'un de solide, de fiable. La vie a été stable pendant un certain temps. Les enfants ont commencé à avoir de meilleures notes à l'école. Sophie et moi avons acheté une petite maison. Nous n'étions pas riches, mais nous avions la paix. Marc allait et venait toujours, généralement quand il avait besoin de passer pour un père pour obtenir l'approbation de quelqu'un. Je n'ai jamais dit un mot contre lui. Je me disais que les enfants grandissent et comprennent les choses par eux-mêmes. Je travaillais de longues heures, mais je m'assurais d'être à la maison pour le dîner. Nous avions nos habitudes, les soirées pizza le vendredi, les corvées le samedi, les promenades en famille le dimanche. Les enfants ne m'ont jamais remercié ouvertement, mais je le voyais dans la façon dont ils s'appuyaient sur moi. Si la voiture tombait en panne, c'était « Julien, tu peux vérifier ça ?» Quand ils avaient besoin d'aide pour des projets, ils me le demandaient en premier. Marc ne savait même pas quel cours il suivait. Je n'ai jamais tenu les comptes, mais je gardais les reçus dans ma tête. Chaque fois que je me présentais quand il ne le faisait pas, je me disais que ça comptait, que ça s'additionnait pour former quelque chose. 8 ans d'efforts constants. Je n'étais pas parfait, mais je leur ai donné de la constance, quelque chose que je n'ai jamais eu en grandissant.
Je n'attendais pas de loyauté, juste un respect de base. Si vous m'aviez demandé à l'époque, j'aurais dit que tout allait bien. J'avais un bon mariage, 2 enfants qui me faisaient confiance, une entreprise en pleine croissance. Mais maintenant que j'y repense, je réalise que tout reposait sur une fine couche de commodité. Il m'aimait parce que je rendais la vie plus facile, parce que je faisais en sorte que les choses fonctionnent. Marc était l'histoire amusante. J'étais celui qui maintenait la maison debout. À l'époque, ça m'était égal. Je pensais que l'effort gagnerait toujours. Il s'avère que l'effort ne signifie pas grand-chose quand les gens ne se souviennent que de ce que vous leur donnez, pas de qui vous êtes. À l'époque, cependant, je ne savais rien de tout ça. Je pensais qu'être stable suffisait. Je pensais qu'être présent chaque jour vous gagnait une place dans le cœur de quelqu'un. Il m'a fallu 8 ans pour découvrir que certaines personnes ne vous apprécient que jusqu'à ce que quelqu'un de plus bruyant entre en scène. Et cette partie de ma vie, celle où je croyais que la constance suffisait, s'est terminée le jour où Marc a décidé de réapparaître. Les choses sont restées calmes pendant quelques années. Les enfants sont devenus des adolescents, et la maison était plutôt paisible. Léo était du genre à adorer les ordinateurs mais à détester les devoirs. Chloé vivait sur son téléphone et traitait sa chambre comme son propre royaume. Sophie travaillait de longue garde à l'hôpital, et je faisais tourner mon garage avec 2 gars sous mes ordres. La vie était prévisible. Puis Marc est revenu. Ça a commencé doucement. Il est arrivé à la maison un après-midi, au volant d'un VUS rutilant avec des plaques de concessionnaire. Il a prétendu qu'il avait retourné la situation. Il portait une montre en or, avait une nouvelle coupe de cheveux et se comportait comme un homme qui venait de gagner quelque chose. Sophie était polie, les enfants étaient ravis, et je suis resté silencieux. C'était la première fois que je voyais avec quelle facilité les gens oublient qui était réellement resté. Il a commencé à venir plus souvent. Un dîner rapide s'est transformé en visites hebdomadaires. Il s'asseyait à table, se vantant de ses affaires et de ses projets à l'étranger. Léo buvait ses paroles. Chloé l'appelait « papa », comme si elle n'avait jamais arrêté. Je suis resté poli, mais à l'intérieur, j'ai commencé à prendre des notes. Un samedi, Marc est arrivé dans l'allée pendant que je changeais l'huile de la voiture de Sophie. Il s'est appuyé sur le capot comme si c'était le sien. « Tu fais toujours le même travail, hein ?» a-t-il dit avec un sourire narquois. « Ça paie les factures », ai-je répondu. « Tant mieux pour toi, mon gars », a-t-il dit, comme s'il parlait à quelqu'un d'inférieur. Puis il a appelé Léo et Chloé, les a emmenés déjeuner, et est revenu tard avec de nouvelles chaussures et un tas d'emballages de restauration rapide dans la voiture. Sophie a dit, au moins, il essaie. Essayez quoi? D'effacer des années d'absence avec une virée shopping? Je n'ai pas discuté. Je savais comment ces choses se déroulaient. Quelques semaines plus tard, Léo est rentré à la maison avec une nouvelle idée. Papa dit que je devrais investir. Il démarre une entreprise. Il dit que je pourrais tripler mes économies. J'ai demandé quel genre d'entreprise. Il a dit quelque chose à propos de crypto-monnaies, d'expansion technologique et d'achat anticipé. J'ai demandé si Marc lui avait montré des papiers. Il a dit non, mais papa ne m'arnaquerait pas. Il l'a fait. 3 semaines plus tard, les 2800 € de Léo avaient disparu. Marc a cessé de répondre à ses messages. Léo ne l'a pas dit à Sophie. Il me l'a dit tranquillement un soir dans le garage. J'ai tout gâché, a-t-il dit. Je sais, ai-je dit. Leçon apprise. Je ne lui ai pas fait la morale. Je n'ai pas dit, je te l'avais bien dit. J'ai juste viré 2800 € sur son compte le lendemain. Il ne m'a jamais remercié, et je n'en ai jamais reparlé. Marc est revenu 2 semaines plus tard, agissant comme si de rien n'était. Sophie l'a accueilli avec un sourire. J'ai vu Léo se crisper, mais il n'a rien dit. Puis est venu le dîner de famille. Sophie avait invité Marc pour les enfants. Nous étions assis là à manger quand Marc a regardé autour de lui et a dit, « Tu tiens un garage, n'est-ce pas, Julien ? Je pourrais avoir besoin d'un gars comme toi. J'ai quelques voitures à retaper. » J'ai juste dit, « Ça va pour moi. » Il a ri. « Non, mec. Je suis sérieux. Tu t'occupes du sale boulot, je m'occupe des affaires. On pourrait créer quelque chose de concret. » Je n'ai pas répondu. Puis il s'est penché en arrière, a regardé Sophie et a dit, « Tu vois, il est silencieux. C'est ce que j'aime chez lui. Stable,
un bon gestionnaire de la maison. Tout le monde a ri. Même Sophie a souri maladroitement. Je me suis levé, j'ai débarrassé les assiettes et j'ai quitté la table. Après ça, quelque chose a changé. J'ai remarqué avec quelle facilité Marc entrait et sortait comme s'il était chez lui. Sophie ne l'arrêtait pas. Les enfants ont commencé à comparer tout ce que je faisais à lui. Si je disais non à quelque chose, ils disaient « Papa nous aurait laissé faire ». Un week-end, nous avons fait une visite d'université pour Chloé. J'avais imprimé le plan, réservé l'hôtel, tout. À mi-parcours de la visite, j'ai vu Marc qui attendait près de l'entrée. Il a fait un signe de la main comme s'il était à sa place. Je voulais lui faire la surprise, a-t-il dit. Il nous a accompagnés, a pris le contrôle de tout, a parlé au guide, a interrompu les questions, l'a appelé « ma chérie », comme s'il n'avait pas disparu pendant des années. Chaque fois qu'il disait « nous », en parlant de payer pour l'université, ma mâchoire se serrait. À un moment donné, il a dit au conseiller d'admission « je m'assurerai que ma fille ait tout ce dont elle a besoin. Son père s'occupe d'elle. » Je me tenais là, tenant le dossier avec tous les vrais plans de paiement sur lesquels je travaillais depuis des années. Sur le chemin du retour, la voiture était silencieuse. Chloé faisait défiler son téléphone, souriant aux photos d'elle et de Marc. Léo a dit « c'était bien d'avoir les deux parents là ». Je n'ai pas répondu. Cette nuit-là, Sophie a dit « ils sont juste excités ». Ne le prends pas personnellement. Je ne le prends pas personnellement, ai-je dit. J'observe, c'est tout. À partir de ce jour, j'ai arrêté d'essayer de rivaliser. Je payais toujours les factures, je maintenais toujours les choses en ordre, mais je le faisais les yeux ouverts. Je ne faisais plus partie d'une famille. J'étais un employé avec des avantages émotionnels qui expiraient dès que quelqu'un de plus divertissant se présentait. Marc continuait de venir. Les enfants continuaient de le louer, et Sophie continuait de prétendre que tout allait bien. Je n'étais pas en colère. Je calculais. J'avais économisé de l'argent pendant des années, fonds universitaires, compte d'épargne, fonds d'urgence. J'ai commencé à vérifier chaque chiffre, chaque compte, chaque identifiant. Si la loyauté était facultative dans cette maison, alors mon soutien l'était aussi. Au moment où j'ai réalisé qu'ils préféraient tous vivre de ces fausses histoires plutôt que de mon effort réel, j'ai su que j'arrêterais d'être le plan de secours. Ils ne le savaient pas encore, mais je planifiais déjà ma sortie de leur zone de confort. C'était au début du printemps quand Sophie a dit qu'elle voulait organiser un dîner de famille pour discuter des plans pour l'université. Je savais déjà ce que cela signifiait. Marc avait appelé plus souvent ces derniers temps, promettant d'aider avec les frais de scolarité. Les enfants gobaient chacun de ces mots. J'avais passé les derniers mois à prendre discrètement du recul, laissant tout le monde montrer son vrai visage. Ce soir-là, la table était mise comme pour un repas de fête. Sophie avait préparé du poulet rôti. Chloé avait son téléphone sur le comptoir, et Léo n'arrêtait pas de vérifier ses messages. Je suis entré avec un dossier plein d'imprimés, ventilation des frais de scolarité, liste de bourses, informations bancaires de vrais plans, le genre que les adultes font quand ils sont sérieux au sujet de leurs responsabilités. Nous nous sommes assis, et pendant un moment, ce fut silencieux. J'ai commencé à expliquer les chiffres. Entre les économies et les aides, nous pouvons couvrir entièrement la première année de Léo. Chloé a des bourses, donc elle est. Chloé m'a coupé. Est-ce que ce ne devrait pas être quelque chose que nos vrais parents gèrent? La pièce s'est figée. Léo n'a pas levé les yeux de son téléphone. Ouais, je pense que papa et maman devraient discuter de cette partie. Tu en as assez fait, Julien. Tu as déjà beaucoup aidé. La main de Sophie s'est arrêtée en l'air, sa fourchette touchant à peine son assiette. J'ai regardé les deux enfants. Vos vrais parents? Chloé a hoché la tête comme si elle clarifiait quelque chose de simple. Ouais, je veux dire, c'est une question de trucs de famille, de choses financières. Sophie a essayé de parler. Julien, il ne. Je me suis levé. Ce n'est pas grave. Je suis allé à la cuisine, je me suis lavé les mains et j'ai écouté les conversations étouffées derrière moi. Ils ne chuchotaient pas, ils parlaient simplement comme si j'avais quitté la pièce pour de bon. Après le dîner, je suis monté. Sophie est venue dans la chambre plus tard, essayant d'expliquer. Ils ne le pensaient pas comme ça, a-t-elle dit. Ils ont dit exactement ce qu'ils pensaient, lui ai-je répondu. Ils essaient juste de renouer avec leur père.
J'ai été le gars qui a payé pour ça, ai-je interrompu. Elle a arrêté de parler. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. Je me suis assis à mon bureau avec le dossier ouvert. Chaque chiffre que j'avais économisé pour ces enfants me fixait 80 000 euros. Des années de quart de travail supplémentaires, de week-ends sautés, de vacances annulées. J'ai pensé à chaque match auquel j'avais assisté, à chaque fois que j'avais dit oui quand Marc avait dit non, à chaque facture que j'avais couverte discrètement. Et maintenant, d'une manière ou d'une autre, j'étais l'étranger. Je ne me sentais pas en colère, juste lucide. À 3 heures du matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté au compte, j'ai tout déplacé vers une épargne privée à mon nom. Puis j'ai ouvert un bloc-notes et j'ai noté les nouveaux totaux, ligne par ligne. Quand j'ai eu fini, j'ai fermé le dossier, je l'ai glissé dans mon tiroir et j'ai éteint la lumière. Le lendemain matin, j'étais déjà au garage quand Sophie a appelé. « Tu es parti tôt », a-t-elle dit. « J'avais du travail », ai-je dit. « Ça va ? » ?»« Ça va. Je réalise juste qui est qui. » Ce soir-là, Marc est arrivé. Il a garé son VUS juste devant la maison comme si c'était son allée. Je l'ai regardé depuis le porche s'avancer en se pavanant, riant au téléphone. Quand il m'a vu, il a dit « On emmène les enfants sortir. »« Ça te va ?»« Ça me va », ai-je dit. « Occupe-t'en. » Il a souri, m'a tapé sur l'épaule et a dit « Content qu'on soit sur la même longueur d'onde, mec. » Ils sont partis. La maison était de nouveau silencieuse. Je suis resté un moment dans l'embrasure de la porte, regardant le salon, les trophées que je les avais aidés à gagner, les photos de famille où je me tenais à l'arrière-plan. Je les ai toutes décrochées et mises dans une boîte non par colère, juste parce qu'elles n'étaient plus les miennes. Sophie est rentrée plus tard cette nuit-là, seule. Elle a vu le mur vide et a commencé à pleurer. « Tu ne vas pas vraiment faire ça, n'est-ce pas ? » « Je l'ai déjà fait, » ai-je dit. Elle s'est assise, la tête dans les mains. « Marc ne peut pas gérer ça. Tu le sais. Alors il est temps qu'il apprenne. » Elle n'a pas dit un mot de plus. Les jours suivants, la maison était silencieuse. Personne n'a reparlé du dîner. Les enfants ne me regardaient pas dans les yeux. Marc continuait de venir, prétendant que tout allait bien. J'observais de loin, comme quelqu'un qui regarde un feu brûler un champ qui ne lui appartient plus. Ce dîner n'a pas seulement changé la famille. Il a effacé l'illusion que j'en avais jamais eu une. Pendant des années, j'avais pensé qu'être stable suffisait. Mais cette nuit-là m'a appris quelque chose de simple, quand les gens arrêtent de vous respecter, rester gentil passe simplement pour de la faiblesse. Je n'étais plus faible. Après ce dîner, quelque chose en moi s'est éteint. Le simulacre a cessé. Les faux sourires, les conversations forcées, tout ça. L'air dans la maison était différent, comme si tout le monde attendait que j'explose. Je ne l'ai pas fait. Je suis juste devenu silencieux, concentré, et j'ai commencé à reprendre le contrôle, petit à petit. Marc avait tourné de trop près pendant trop longtemps, se pointant quand il voulait, me parlant de haut dans ma propre maison. Ça se terminait ici. Lundi matin, je me suis levé tôt, je me suis connecté à mes comptes bancaires et j'ai commencé à fermer des portes, d'abord numériquement. Les fonds universitaires des enfants, la totalité des 80 000 euros, sont allés directement sur un nouveau compte personnel. J'ai appelé les 2 écoles et leur ai dit de retirer mon nom de tous les plans de paiement. Leurs parents biologiques seront responsables à partir de maintenant, ai-je dit. Pas de colère, pas d'histoire, juste des faits. Puis j'ai commencé à couper tout le reste, forfait téléphonique, assurance, abonnements familiaux, carte de crédit conjointe. Fini. Chaque facture que je couvrais par habitude était maintenant leur problème. Sophie l'a remarqué jeudi. Ma carte a été refusée à l'épicerie, a-t-elle dit. C'est parce que c'est ta carte, ai-je répondu. Son visage s'est décomposé. Tu ne peux pas faire ça, Julien. Les enfants ont besoin d'eux. Ils ont 2 vrais parents maintenant, ai-je dit. Laisse-les s'en occuper. Cette nuit-là, Marc a appelé. Salut, mec. Sophie panique. Tu as déplacé l'argent de l'université ? Ouais, ai-je dit. Il a ri comme si c'était un malentendu. Tu ne peux pas retirer ça sans prévenir. Les dates limites pour les frais de scolarité approchent. Ce n'est pas mon problème, ai-je dit. C'est ton travail maintenant. Il a essayé de rester cool. Écoute, j'essaie d'arranger les choses.
Peut-être qu'on peut trouver un arrangement, juste pour les enfants. Tu as eu des années pour arranger les choses, ai-je dit. Tu as choisi de jouer au père quand ça avait l'air facile. Maintenant, c'est à ton tour de le faire vraiment. Il a haussé la voix. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. C'est déjà simple, ai-je dit et j'ai raccroché. Le lendemain, j'ai installé un nouveau système de sécurité, caméra, lumière à détecteur de mouvement, serrure à clavier. Chaque code a été changé. À partir de maintenant, personne n'entrait dans cette maison sans que je le sache. Si Marc essayait à nouveau, il serait filmé avant que la police ne reçoive l'appel. Quand Sophie est rentrée et a vu l'installateur emballé, elle a demandé « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Des limites, ai-je dit. Tu vas trop loin. Non, ai-je dit. J'ai laissé les choses aller trop loin avant. Elle n'a pas répondu. Après ça, la maison était de nouveau silencieuse. Pas de VUS dehors, pas de sonnette inattendue, juste le silence. J'ai changé les serrures du garage le lendemain aussi, juste au cas où. La semaine suivante, j'ai tout finalisé. Les services publics ont été mis au nom de Sophie. L'assurance familiale a été divisée. Chaque papier qui me liait financièrement à eux a été réglé. Le vendredi, il n'y avait plus une seule facture dans cette maison que je n'avais pas choisi de payer. Sophie a tenté une dernière fois de faire appel à moi. Tu coupes vraiment les ponts avec les enfants? Non, ai-je dit. Je coupe les ponts avec les gens qui me traitent comme un bouche-trou. Ils sont juste jeunes. Non, ai-je répété. Ils sont assez grands pour savoir ce que signifie le respect. Elle s'est assise, secouant la tête. Ce n'est pas toi. C'est exactement moi, ai-je dit. Tu n'as juste jamais vu ce côté parce que je n'ai jamais eu besoin de l'utiliser. Je suis allé dans mon bureau, j'ai verrouillé la porte et j'ai regardé la pile finale de documents, virements bancaires, reçus de clôture, registre de propriété mis à jour. Tout était aligné, propre et final. Ce dossier contenait autrefois leur plan pour l'université. Maintenant, il contenait la preuve que je n'étais plus le plan de secours de personne. Quand j'ai éteint la lumière et que je suis sorti, je ne me sentais pas en colère. Je me sentais calme. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas utilisé, on ne négociait pas avec moi, et on ne me prenait pas pour acquis. Marc n'était plus le bienvenu près de moi, près de ma maison ou près de mon entreprise, jamais. Sophie le savait. Les enfants le savaient. La porte était fermée et j'avais fini de m'expliquer. Les retombées n'ont pas tardé. 2 semaines après avoir retiré l'argent, les fissures ont commencé à apparaître. D'abord sont venus les courriels de l'université. L'université de Léo a contacté Sophie, disant que son paiement des frais de scolarité n'était pas passé. Le lendemain, l'université de Chloé a gelé son inscription pour des dossiers financiers non résolus. Je n'ai répondu à rien de tout ça. Sophie a appelé alors que j'étais au garage. Julien, l'école dit que les frais de scolarité ne sont pas payés. As-tu fait quelque chose? Oui, ai-je dit. Elle a hésité. Tu as déplacé l'argent. Oui. Sa voix s'est élevée. Tu ne peux pas juste. Je peux, ai-je dit. Et je l'ai fait. Il y a eu une pause. Tu les punis d'être des enfants. Non. Je laisse leurs vrais parents assumer leurs responsabilités. Elle a raccroché sans un mot de plus. Le lendemain, j'ai reçu le premier message de Chloé, tu avais dit que tu aiderais. Maintenant, je ne peux même pas m'inscrire au cours. Tu as tout gâché. J'ai répondu une seule fois, demande à tes parents. J'ai fini d'être l'intermédiaire. 1 heure plus tard, Léo a appelé. Son ton était calme mais tendu. Marc a dit que tu gèles les comptes. Il essaie d'arranger ça. Alors laisse-le arranger ça, ai-je dit. Sois réaliste, mec. Tu sais qu'il ne le fera pas, alors peut-être que c'est quelque chose que tu devais apprendre, lui ai-je dit. Il a marmonné quelque chose dans sa barbe et a mis fin à l'appel. Quelques jours plus tard, Sophie est venue au garage. Elle n'a pas appelé avant, elle est juste entrée pendant que j'étais sous une voiture. Mes gars ont arrêté de travailler une seconde quand ils ont entendu sa voix. Je ne peux pas faire ça seule, a-t-elle dit. Tu n'es pas seule, ai-je dit. Tu as Marc. Ne commence pas, a-t-elle lancé sèchement. Il est de nouveau parti. Alors on dirait que tu as de plus gros problèmes que moi. Elle m'a regardé un instant,
puis a dit doucement, ils sont aussi ta famille. Non, ai-je dit. J'étais leur stabilité. Il y a une différence. Elle a regardé le sol. Tu leur apprends la mauvaise leçon. Je me suis essuyé les mains avec un chiffon. Non, je laisse la vie leur apprendre celle qu'ils ont refusé d'entendre de ma part. Elle est partie sans un mot de plus. Ce soir-là, un nouveau numéro est apparu sur mon téléphone. J'ai failli l'ignorer, mais j'ai quand même décroché. Marc. Salut, mon pote, a-t-il dit, la voix trop joyeuse. Tu as vraiment mis le bazar, hein? Je ne suis pas ton pote, ai-je dit. Écoute, les tensions sont vives. Peut-être qu'on peut arranger ça. Les enfants sont stressés. Sophie est en colère. J'essaie juste d'éviter que tout n'explose. Tu veux arranger ça, ai-je dit. Paie leurs frais de scolarité. Ouais, à ce sujet. Les liquidités sont un peu justes en ce moment, mais j'ai quelque chose en préparation. Ça ne m'intéresse pas, ai-je dit. Il a soupiré. Tu crois que ça te donne l'air fort, hein? Tout le monde dit que tu as surréagi. Tu aurais pu gérer ça mieux. Je l'ai bien géré, ai-je dit. J'ai arrêté de financer des gens qui crachent sur mes efforts. Tu ne peux pas m'effacer, a-t-il dit, son ton changeant. Je l'ai déjà fait, ai-je répondu et j'ai raccroché. Après ça, j'ai bloqué son numéro. Le lendemain matin, j'ai transféré l'appel enregistré de la veille, celui où il se vantait de ses affaires. Je l'ai envoyé à Sophie avec une seule ligne, tu as protégé cet homme. Rappelle-toi de ça. Elle n'a pas répondu, mais je savais qu'elle avait écouté. Plus tard cette semaine-là, j'ai trouvé la voiture de Léo garée dans mon allée en rentrant du travail. Il était assis sur les marches, les coudes sur les genoux, fixant le sol. Tu aurais pu nous avertir, a-t-il dit alors que je m'approchais. Je ne pensais pas te devoir ça, ai-je dit. Tu n'étais pas obligé de réagir de manière aussi extrême. J'ai essayé d'être discret, ai-je dit. C'est ce qui a construit cette maison. Personne n'a écouté. Il a secoué la tête. Tu crois que nous couper les vivres arrange quoi que ce soit? Ça arrange ma santé mentale, ai-je dit. Il a détourné le regard. Tu parles toujours d'être un homme de parole. J'imagine que ça ne compte que quand ça t'arrange. Je me suis arrêté à mi-chemin des marches du porche. Ma parole a pris fin quand votre respect a pris fin. Il s'est levé, frustré. Tu sais bien que nous ne pensions pas ce que nous avons dit ce soir-là. J'ai entendu ce que vous vouliez dire, ai-je dit. C'est suffisant. Il est parti sans un mot de plus. Plus tard cette nuit-là, j'ai reçu un long message de Chloé. Des paragraphes de colère, de culpabilité et d'excuses. Comment je l'avais trahi. Comment je voulais le contrôle. Comment je détruisais la famille. Je n'ai pas fini de lire. Je l'ai supprimé et j'ai bloqué son numéro aussi. 2 jours plus tard, Sophie a envoyé un texto. Marc est parti. Il a pris le peu d'argent qu'il avait et a de nouveau disparu. Je n'ai pas répondu. À la fin du mois, tout a commencé à s'installer dans un rythme étrange. Léo a trouvé un emploi à temps partiel dans un magasin d'informatique. Chloé a trouvé du travail dans un café près du campus. Sophie gérait seule ses factures. Personne ne m'a rien demandé. Pour la première fois depuis des années, la maison est restée silencieuse. Pas de dispute, pas de culpabilisation, pas de fausses excuses. Je rentrais après avoir fermé le garage, je réchauffais de la nourriture et je m'asseyais seul à table. Je ne me sentais pas seul. Je sentais que je l'avais mérité. Une semaine plus tard, Sophie est revenue me voir. Elle n'avait pas l'air en colère cette fois, juste fatiguée. J'ai entendu dire que Marc fait l'objet d'une enquête, a-t-elle dit doucement. Je ne suis pas surpris, ai-je dit. Elle a pris une profonde inspiration. Tu avais raison sur toute la ligne. Je n'ai pas répondu. Elle m'a regardé longuement. Tu ne t'en soucies vraiment plus, n'est-ce pas? Je m'en soucie, ai-je dit. Je ne me porte juste plus volontaire pour la souffrance. Elle a hoché la tête lentement, comme si elle comprenait enfin. Les enfants travaillent maintenant. Ils apprennent. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas censé l'être, ai-je dit. Elle a regardé autour du garage avant de partir. C'est calme ici, a-t-elle dit. C'est paisible, ai-je corrigé. Quand elle est partie,
j'ai fermé pour la nuit et je suis resté un moment près de la porte. Pas d'appel, pas de bruit, personne ne réclamant quoi que ce soit. La paix n'est pas venue avec le pardon. Elle est venue avec le silence. Et j'en avais beaucoup. Le mois suivant, j'avais fini de démêler ce qui m'appartenait encore. J'ai traité la maison comme un travail. Lister ce qui est cassé, réparer ce qui est à moi, laisser le reste visible. J'ai rebouché les trous de clous et j'ai passé une nouvelle couche de peinture sur le mur du salon. Les contours ont disparu. Les bosses sont restées. J'ai étiqueté la boîte et je l'ai glissée sur l'étagère supérieure du placard. Au garage, j'ai aussi tracé des lignes. J'ai refait l'horaire, de sorte que les matins étaient pour les diagnostics et les appels, les après-midi pour le travail sur les moteurs. J'ai dit à mes gars que je serais injoignable après 18 heures. Sans exception. Le plus jeune, Thomas, a ouvert la bouche pour poser une question sur les urgences, et j'ai secoué la tête. S'il y a une fuite, garez-la. Je regarderai demain. Il a hoché la tête, surpris que, demain, puisse être une réponse complète. Les clients continuaient de demander des nouvelles de la famille, parce que c'est ce que font les petites villes. Je donnais des réponses courtes. Ils vont bien. Tout le monde est occupé. Comment va votre Peugeot 508? La conversation revenait aux voitures, qui ne le prennent jamais personnellement quand on arrête de les nourrir. Les machines n'ont pas de rancune. Elles tombent en panne. On les répare ou pas? Quoi qu'il en soit, elles disent la vérité. Mardi, un homme est arrivé avec un raté d'allumage qu'il avait ignoré pendant des mois. La bobine 3 était morte. Il n'arrêtait pas d'éteindre le voyant. Je pensais que ça passerait, a-t-il dit. Ça ne passe jamais, lui ai-je dit en installant une nouvelle bobine. Le ralenti s'est stabilisé. Il a payé en espèces et est parti. L'imprimante a reçu à cliqueter sur le comptoir. J'ai écouté et j'ai pensé aux avertissements que j'avais ignorés pour d'autres personnes. Le soir, je cuisinais des choses simples, riz, poulet nature, et j'ai appris le son silencieux des poêles quand personne ne cherche quelque chose de spécial. Je mangeais parfois debout, appuyé sur l'évier. Après la vaisselle, je passais en revue les tiroirs, des clés de rechange qui n'ouvraient rien, des chargeurs morts, des cartes de membres d'endroits où nous n'étions jamais allés 2 fois. J'ai fait 3 piles, à garder, à jeter, à rendre. La pile à rendre n'était pas à moi de la porter. Je l'ai laissée près de la porte. Il y avait de la paperasse, changer les bénéficiaires, retirer des noms, fermer des dossiers que j'aurais dû clore il y a des années. Le directeur de la banque a fait glisser les formulaires avec la sympathie terne de quelqu'un qui avait vu ça 100 fois. La partie difficile, a-t-il dit. Non, ai-je dit. La partie difficile, c'était de prétendre que ça fonctionnait encore. J'ai paraffé des cases jusqu'à ce que ma main ait des crampes et je suis parti avec des copies dans une enveloppe Kraft, le genre que l'on garde pour prouver qu'on a vraiment tourné la page. Un soir, j'ai trouvé le dossier avec les imprimés de bourse, les dates limites, les calculateurs d'aide. Je ne l'ai pas jeté. J'ai pris un stylo et j'ai écrit la date dans le coin et le mot « clos ». Pas une menace, pas un message, juste une étiquette. Pour que la prochaine fois que j'ouvrirai le tiroir, je me souvienne que la décision n'était pas sujette à débat. Le téléphone est resté plutôt silencieux. Quand il sonnait et que je ne connaissais pas le numéro, je le laissais sonner. Si un message vocal arrivait, je le laissais là jusqu'à ce que l'icône cesse de ressembler à une alarme incendie. C'est surprenant combien de problèmes meurent quand on arrête de leur louer une chambre. J'ai commencé à marcher après le dîner 2 pâtés de maison jusqu'au lampadaire cassé, retour en passant devant le garage, puis le long chemin pour rentrer. Je comptais les allées, les tâches d'huile et les chaises de Porsche. Personne ne s'y asseyait sauf si des invités venaient. La ville sonnait différemment alors. Pas plus douce, juste honnête. Des chaussures sur le trottoir, un chien expliquant à nouveau les règles, une basse derrière une porte qui ne fermait pas bien. Pas d'écouteurs. L'astuce était d'entendre ce que j'avais couvert de ma voix. Le 3e jeudi, j'ai écrit 2 courtes lettres. Je n'en ai pas envoyé une à chaque enfant. Pas de leçons, pas de bilan, pas de conseils, juste une ligne sur ce que j'aimais quand ils étaient plus jeunes. Sa concentration penchée en construisant une ville en carton. Son sourire quand un boulon tenace a finalement cédé. J'ai daté les pages et je les ai glissées dans la boîte avec les cadres. Éteindre une lumière de la bonne manière, sans casser l'ampoule. Le travail a repris.
La rumeur se propage quand vos devis correspondent à vos factures et que les voitures repartent silencieuses. Je suis resté tard quelques soirs pour finir des travaux pour les enlèvements du vendredi. Le parking avait l'air différent sans véhicule supplémentaire. Mon camion, 2 voitures de clients pour le matin, la vieille Corolla du garage, alignée bien droit. Des rangées propres créent leur propre calme. Je n'ai pas attendu d'excuses. Je n'ai pas préparé de discours. J'ai gardé l'allée balayée, le compresseur vidé et la petite caisse comptée. J'ai dormi. Pas de télévision pour m'abrutir, pas de défilement sur le téléphone, pas d'attente de phare qui ne tournait jamais dans l'allée. À 5 heures, je faisais du café et je regardais la cour s'éclaircir. Je me disais ce que serait la journée, puis je faisais exactement ça. Si une pensée me suggérait d'appeler, je la vérifiais comme un niveau de liquide. Est-ce que j'entretenais quelque chose qui fonctionnait à la tension ou est-ce que j'essayais de sauver quelque chose qui roulait mieux avec mon carburant que le sien? Si c'était la deuxième option, je refermais le bouchon et je reposais la bouteille. Pas cruel, précis. Certains soirs, je m'asseyais sur le porche et je sentais la vieille partie de moi chercher un problème à résoudre. Le tic de la main d'un homme qui garde le cliquet à portée de main même après le travail. Je laissais l'impulsion passer. La planche restait immobile sous mes bottes. Une porte moustiquaire a claqué quelque part, et personne n'a appelé mon nom. Voilà le bruit que fait une limite quand elle tient bon. Je n'ai pas célébré. Je n'ai pas pleuré. J'ai continué. Ce qui viendrait ensuite arriverait selon son propre calendrier. Pour une fois, ce n'était plus moi qui le faisais avancer. 1 an s'est écoulé avant que je ne revoie l'un d'eux. La vie était devenue simple. Je me levais tôt, je dirigeais le garage, je formais mes 2 nouveaux mécaniciens, et je rentrais chez moi dans le calme. La maison restait propre. Les factures étaient à moi seul. Et le seul bruit la nuit venait du tic-tac de l'horloge au-dessus de la table de la cuisine. Pas de drame, pas de dispute, juste de la quiétude. Je ne pensais pas beaucoup au passé, non pas parce que j'avais oublié, mais parce qu'il n'appartenait pas à la vie que j'avais construite. Sophie a déménagé dans un appartement plus proche de son travail après que Marc a disparu pour de bon. J'ai entendu par un ami qu'il avait été arrêté pour fraude à la carte de crédit en Belgique. Je ne me suis pas assez soucié pour lire les détails. Léo et Chloé ont tous les 2 trouvé un travail. On disait que Léo travaillait à plein temps dans un magasin de technologie tout en suivant des cours du soir, et que Chloé était serveuse tout en économisant pour se réinscrire. Je n'ai pas pris contact. Je me suis dit qu'il se manifesterait si et quand il serait prêt à me faire face. C'est un vendredi après-midi que Léo est entré dans mon garage. Je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Il avait perdu du poids, une coupe de cheveux plus nette, une posture plus droite. Il a attendu que je finisse de parler à un client avant de dire quoi que ce soit. « Salut », a-t-il dit. J'ai hoché la tête une fois. « Salut ». Il avait l'air nerveux. « Tu es occupé ?»« Toujours », ai-je dit en m'essuyant les mains. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il a hésité, puis a sorti quelque chose de son sac, une enveloppe épaisse. « Je voulais te donner ça. » À l'intérieur se trouvait une photo de remise de diplôme. Il portait une toge et une toque bleu foncé, tenant son diplôme, souriant à l'appareil photo. « J'ai fini », a-t-il dit. Ça m'a pris plus de temps que prévu, mais j'y suis arrivé. « Bien », ai-je dit. Il a hoché la tête, se balançant d'un pied sur l'autre. J'ai tout payé moi-même. J'ai pris 2 emplois, des cours du soir. Ce n'était pas facile. C'est comme ça qu'on apprend ce que les choses coûtent, ai-je dit. Il a eu un petit rire. Ouais, j'imagine. Pendant un moment, l'atmosphère était gênante. Il essayait de trouver ses mots, mais aucun ne venait facilement. Je voulais juste dire, a-t-il commencé, tu avais raison à propos de Marc, à propos de tout. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé finir. Il promettait beaucoup, mais il n'a jamais tenu parole. Je pensais que tu essayais de tout contrôler, mais je comprends maintenant. Tu maintenais juste le tout ensemble. Je me suis appuyé sur le comptoir, regardant à nouveau la photo. C'est une bonne photo. Il a souri. Maman a dit que tu avais gardé le vieux dossier, celui avec tous les trucs de l'université. Oui, ai-je dit. Il a hoché la tête lentement. Alors peut-être que tu pourrais mettre celle-là dedans aussi. Pour mémoire. J'ai pris la photo et je l'ai glissée dans le tiroir à côté du comptoir.
C'est chose faite. Il a expiré un souffle comme s'il l'avait retenu tout ce temps. Tu n'as rien à dire, a-t-il dit doucement. J'avais juste besoin de venir ici et de te dire merci, même si je ne l'avais pas compris avant. J'ai fait un bref signe de tête. D'accord. Il a tendu la main. Je l'ai serré. Sa poignée était ferme. Puis il a dit, tu as été plus un père qu'il ne l'a jamais été. Je ne le voyais juste pas à l'époque. Je n'ai pas répondu. Il ne s'y attendait pas. Il s'est tourné pour partir, mais avant de sortir, il a dit, je resterai en contact, si ça te va. Fais ce que tu penses être juste, ai-je dit. Il a de nouveau hoché la tête, puis est parti. La porte s'est refermée derrière lui, et je suis resté là 1 minute, fixant l'espace qu'il venait d'occuper. Puis je suis retourné au travail. Ce soir-là, en rentrant à la maison, j'ai ouvert le vieux dossier. Le même qui contenait autrefois les plans pour l'université que j'avais élaborés pour les 2 enfants. J'ai glissé la photo à l'intérieur, je l'ai refermée et je l'ai remis dans le tiroir. Pas de colère, pas de nostalgie, juste une page tournée. 1 semaine plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste. C'était de Chloé. Son écriture était toujours brouillonne. Elle disait, je comprends maintenant. Tu as eu raison de faire ce que tu as fait. J'étais en colère parce que c'était plus facile que d'admettre que j'avais tort. Merci d'avoir assez tenu à nous pour arrêter. Je n'attends rien. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant. C'était tout. Pas de longues excuses, pas d'explications. Juste une simple honnêteté. J'ai plié la lettre, je l'ai mise dans le même dossier que la photo de Léo, et je l'ai refermée. Sophie est venue 1 mois plus tard. Elle avait meilleure mine, plus saine, plus calme. Elle m'a tendu une petite pile de courriers qui avaient été envoyés à son ancienne adresse. Tu as reçu quelques trucs, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête et je les ai pris. Elle s'est attardée près de la porte, regardant autour du garage. Tu as bien réussi, a-t-elle dit. C'est calme, ai-je répondu. Ce n'est pas une mauvaise chose. Non, ce n'est pas le cas. Elle a baissé les yeux, puis m'a de nouveau regardé. Les enfants parlent beaucoup de toi. Ils ne sont plus les mêmes. Ils travaillent dur. Ils n'attendent pas qu'on leur donne tout. C'est bien, ai-je dit. Elle a hésité. J'aurais dû arrêter les choses plus tôt. Le manque de respect, les mensonges. J'ai laissé faire parce que je ne voulais pas me battre. J'ai hoché la tête 1 fois. On ne peut pas réparer quelque chose en prétendant que ce n'est pas cassé. Elle a soupiré. Tu as toujours dit ça. Ouais, ai-je dit. Personne n'écoutait alors non plus. Elle a souri faiblement. Je l'entends maintenant. Nous sommes restés là en silence pendant quelques secondes. Puis elle a dit, tu penses parfois à essayer à nouveau? À repartir de zéro? J'ai regardé par-delà elle la rangée de voitures qui attendaient dehors. J'ai pris un nouveau départ. Juste pas de la manière que tu imagines. Elle a hoché la tête, comprenant. Tu es différent maintenant. Je suis en paix maintenant, ai-je corrigé. Elle a souri à nouveau, plus petitement cette fois, puis a dit au revoir et est partie. Ce soir-là, après avoir fermé le garage, j'ai fait une lente promenade dans le parking. Le ciel virait à l'orange, et l'air sentait la pluie. J'ai regardé les rangées de voitures terminées, les outils nettoyés et alignés, l'espace calme qui n'appartenait qu'à moi. Pendant des années, j'ai pensé que la paix venait en réparant les dégâts des autres. Il s'avère qu'elle vient en refusant de vivre dedans. Je suis rentré en voiture, je me suis garé et je suis resté un moment debout avant d'entrer. La lumière du porche bourdonnait doucement. À l'intérieur, la maison avait le même aspect que toujours. Simple, calme, la mienne. Je me suis assis à table, j'ai ouvert le dossier 1 fois de plus, et j'ai regardé la photo et la note de Chloé. Pour 1 fois, elle ne piquait pas. Elle me rappelait juste que j'avais fait ce qu'il fallait. Je n'ai pas perdu une famille. J'ai arrêté de prétendre que j'en avais une. Et pour la première fois depuis longtemps, ça ressemblait à une victoire. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus d'histoires et de meilleures histoires. Merci.